le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Auditeurs de partout à l'écoute de la 102.3 FM à Jacmel, vous avez raison. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h en direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Et Ealichi Dorelas pour la présentation. À Jacmel pour présenter ce grand journal, Joannel François et Smith, Jean-Julien. Robin s'assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Aux États-Unis, assaut du Capitole, les témoignages aux États-Unis. L'assaut du Capitole le 6 janvier dernier continue de diviser les Américains. Devant la commission spéciale, les témoignages qu'ont livrés certains policiers présents ce jour-là sont édifiants. Voici un reportage signé TV5 Monde. Il jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. 4 policiers entendus par le Congrès, non pas en tant qu'accusés, mais bel et bien comme des victimes. C'est un honneur d'avoir 4 de ces héros assis devant nous aujourd'hui. Ils sont là pour témoigner de cette interminable journée du 6 janvier, le Capitole pris d'assaut par des partisans de Donald Trump dans un climat de violence inouï. La violence physique que nous avons subie était horrible et dévastatrice. Mes collègues officiers et moi-même avons été battus, frappés à coups de pied, bousculés, aspergés de produits chimiques irritants et même aveuglés par des lasers endommageant les yeux par une foule violente. Avant de confier qu'il se voyait mourir, lui, l'ancien militaire en Irak, avoue n'avoir jamais connu un tel déchaînement de violence. Et l'émotion devient beaucoup trop forte quand il évoque son retour à la maison le soir même et qu'il ne peut serrer sa femme dans ses bras, tant il est recouvert de produits chimiques. Tour à tour, les 4 policiers décrivent des scènes qu'ils qualifient de moyenâgeuses. L'un d'entre eux, victime d'un arrêt cardiaque et d'un traumatisme crânien, ne peut contenir sa colère. Trop de gens me disent maintenant que l'enfer n'existe pas, ou que l'enfer n'était pas si terrible que ça. L'indifférence montrée envers mes collègues est honteuse. Il confie avoir entendu crier dans la foule « Prenez son arme et tuez-le ». Ces témoignages ne sont que le début d'une longue enquête sur cette crise jugée majeure pour la démocratie américaine, lors de laquelle la commission parlementaire se réserve le droit de réclamer tous les documents nécessaires et de convoquer tous les témoins. Nous avons des preuves d'un plan d'attaque coordonné et planifié. Nous savons que les hommes et les femmes qui se sont lancés à l'assaut du Capitole voulaient faire dérailler la transition pacifique du pouvoir dans ce pays. À ce jour, les enquêtes judiciaires ont conduit à l'arrestation de plus de 550 personnes. En Tunisie, après le coup de force de son président, la Tunisie reste en incertitude. La Tunisie a désormais peur pour sa démocratie. Le pays en pleine crise économique aggravée par l'épidémie de Covid-19 reste en incertitude et attend la feuille de route politique de son président. Voici un reportage signé Euronews. La Tunisie est désormais coupée en deux. D'un côté, les partisans du chef de file de l'Assemblée et du parti islamo-conservateur Ennahda. De l'autre, ceux qui soutiennent le président de la République, Kais Saied. Ce dernier s'est octroyé le pouvoir exécutif pour répondre aux attentes d'une partie du peuple qui accuse le gouvernement d'une mauvaise gestion de la crise Covid. Ennahda critique l'utilisation par le président des pouvoirs constitutionnels d'exception et dénonce un coup d'État. Il n'y a pas que nous, c'est la position de l'ensemble de la classe politique tunisienne qui rejette ces annonces. Nous appelons au retour du système démocratique et à l'attachement aux principes de la révolution. Nous disons non au despotisme et aux règles d'un seul homme. Une crise qui inquiète la communauté internationale. L'ONU lance un appel au calme et cet après-midi, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a rappelé à son homologue tunisien la nécessité de nommer rapidement un nouveau Premier ministre et un gouvernement. De son côté, Kais Saied s'appuie sur la solidarité de ses voisins. Il a rencontré les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie et du Maroc. Les prochains jours seront très difficiles politiquement. Je m'attends à ce que le président donne un cap pour les prochaines étapes. J'attends également de nouveaux décrets pour responsabiliser les corrompus, ainsi que le rétablissement de la voie politique. Cela signifie qu'il y aura une nouvelle étape, qui serait peut-être une nouvelle dictature. C'est sur la table.
La Tunisie était pourtant le modèle démocratique à la sortie des printemps arabes. Déjà touchée par une crise économique aggravée par l'épidémie de Covid-19, sa démocratie est désormais en danger. Le pays attend la feuille de route politique de son président. Direction la Tanzanie, Freeman Mbowe de Chadema poursuivi pour terrorisme. Un tribunal tanzanien a décidé lundi de poursuivre pour terrorisme un des leaders de Chadema, principal parti d'opposition dont l'arrestation la semaine dernière a suscité des critiques à l'encontre de la nouvelle présidente. Voici un reportage signé Africa News. Les choses ne s'arrangent pas pour Freeman Mbowe. Le leader de l'opposition en Tanzanie, arrêté il y a quelques jours, est désormais poursuivi pour financement du terrorisme et complot terroriste. Le président de Chadema, principal parti d'opposition, a été arrêté mercredi avec une douzaine d'autres membres du parti lors d'un raid de la police à Mwanza, une ville du nord-ouest du pays où il prévoyait un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles. La justice tanzanienne a affirmé que ces charges n'étaient pas liées au rassemblement de Mwanza, mais à des faits remontant à l'année dernière. Freeman Mbowe, 59 ans, est actuellement détenu à Dar es Salaam, où sa maison a été perquisitionnée et des ordinateurs et d'autres équipements ont été saisis. Ces poursuites interviennent 4 mois seulement après l'arrivée au pouvoir de Samia Suluhu Hassan, qui a succédé à l'ancien président John Magufuli. Et pour les membres de l'opposition ainsi que pour les ONG locales, ces arrestations montrent une continuité du régime. La prochaine audience est prévue le 5 août. L'Afghanistan toujours sous la menace des talibans. L'Afghanistan deviendra un État paria si les talibans s'imposent par la force, selon Anthony Blinken, lors de sa visite à New Delhi ce mercredi 28 juillet. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a averti l'Afghanistan, le pays deviendra un État paria pour les États-Unis si jamais les talibans arrivaient à s'imposer par la force. Le groupe contrôle désormais une large partie du territoire alors que les États-Unis se préparent à quitter le pays. Voici un reportage signé France 24. Le conflit en Afghanistan, au cœur de nombreuses discussions ce mercredi. D'abord entre les chefs des diplomaties américaines et indiennes. Le secrétaire d'État Anthony Blinken, en visite en Inde, a fait part de son inquiétude concernant une éventuelle prise de pouvoir des talibans. Un Afghanistan qui ne respecte pas les droits de son peuple, un Afghanistan qui commet des atrocités sur sa propre population, deviendrait un État paria. Car en Afghanistan, les insurgés gagnent peu à peu du terrain. Le gouvernement ne contrôle plus que Kaboul, les capitales provinciales et les grands axes. De quoi inquiéter certains pays comme l'Inde, qui craint une alliance entre les talibans et des groupes opposés à ses propres intérêts. La Chine aussi garde un œil sur la situation en Afghanistan, un pays avec lequel elle partage 76 km de frontières. Le ministre chinois des Affaires étrangères a reçu ce mercredi une délégation de talibans. Il ne s'est pas privé de critiquer la politique des États-Unis chez son voisin et le retrait des troupes américaines qu'il juge précipité. L'un des objectifs de Pékin, éviter que les talibans ne s'allient avec des séparatistes ouïghours, une minorité musulmane en Chine. Les talibans afghans espèrent que la Chine participera davantage au processus de paix et de reconstruction en Afghanistan et qu'elle pourra jouer un rôle encore plus important dans la reconstruction et le développement économique futur du pays. La Russie, elle aussi, se tient prête. Elle a annoncé qu'elle allait renforcer son aide à l'armée du Tadjikistan, un pays devenu refuge depuis le mois de mai de plusieurs centaines de soldats afghans. Depuis une semaine, le Tadjikistan a déployé plus de 20 000 militaires réservistes à sa frontière avec l'Afghanistan. Rencontre historique entre l'ancien président Laurent Gbagbo et l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Retrouvailles entre Ouattara et Gbagbo, on ne s'attendait pas à une chose pareille. Le président Laurent Gbagbo a rencontré son successeur Alassane Ouattara ce 28 juillet au palais présidentiel à Abidjan. Les deux dirigeants ont échangé une poignée de main 10 ans après leur duel à l'élection de 2010. Voici un reportage spécial réalisé par nos confrères de la RT. Accueil chaleureux, accolade et poignées de main. Les deux hommes entrent s'entretenir et sortiront près d'une heure plus tard. Alassane Ouattara, président ivoirien, a reçu Laurent Gbagbo, son prédécesseur et ancien rival, ce mardi soir au salon du Petit Palais de la Présidence. Une rencontre dans un but de réconciliation.
Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Leur dernière réunion remontait au 25 novembre 2010, lors d'un débat télévisé à l'approche du second tour de la présidentielle. Un second tour qui avait débouché sur une grave crise causant la mort de 3200 personnes, né du refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite. Le président sortant avait été poursuivi devant la Cour pénale internationale de La Haye pour crimes contre l'humanité. Définitivement acquitté par la justice, Laurent Gbagbo, de retour dans son pays depuis un mois, a lancé un appel à la libération des prisonniers. Au moment de la crise de 2010-2011, et qui sont encore en prison. Alors j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Un message de paix qui ne convainc pas tout le monde, comme Isiaka Diaby, président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, qui demande toujours à ce que la vérité soit établie. Mais dans le pays, cette rencontre a tout de même redonné de l'espoir. On ne s'attendait pas à une chose pareille. Aujourd'hui, Gbagbo est arrivé. On dit quand on va à La Haye, on ne revient pas. Et ça a été une grâce pour nous. Le président est revenu. Il est revenu dans son village. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. On va danser. On va danser jusqu'à même... En tout cas, c'est Dieu seul qui va pouvoir nous enlever ici aujourd'hui parce que la joie nous dépasse. Oh, c'est une joie immense. On va dire, il y a eu 10 années de résistance, 10 années de lutte, et c'est le résultat qui est là aujourd'hui. Notre grand chef, notre guide, notre leader est revenu. Et aujourd'hui, il vient sur la terre de ses ancêtres, dont nous sommes venus lui accompagner. Les deux hommes ont assuré que d'autres réunions se tiendraient dès le mois de septembre. Des rencontres avec d'autres figures de la scène politique ivoirienne, à l'instar d'Henri Konan Bédié, allié de Laurent Gbagbo. Ce dernier a d'ores et déjà annoncé qu'il serait opposant à son meilleur ennemi, Alassane Ouattara, pour la présidentielle de 2025. J'espère que les dirigeants d'Haïti vont prendre cet exemple afin de recoller les morceaux cassés pour rebâtir Haïti, pour reconstruire notre cher Haïti. Eh bien, merci d'avoir suivi cette page internationale. Présentation Erlich Dorelas, production Edprod, réalisation Tilly Beltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, Boston 75 degrés Fahrenheit, 24 degrés Celsius. À Jacmel 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Ruben, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi, accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.